Moi, j'ai une vision très pessimiste du marché crypto. Le marché ne veut plus de nouveaux tokens. Il y a juste plus assez de liquidité. Il y a juste plus de nouveaux entrants pour faire tenir le Ponzi. Globalement, si tu es un utilisateur crypto et que tu réussis à pas perdre d'argent et à pas trop perdre ton temps sur des trucs inutiles, c'est déjà une victoire en fait. On va revenir un peu sur où est-ce qu'on en est sur Hyperliquid. Hyperliquid et accessoirement, le produit est vraiment le meilleur produit crypto sur le marché à mon sens. Aujourd'hui, j'ai envie de placer une position, quelle qu'elle soit, je la place sur Hyperliquid. Dans ma carrière de crypto investisseur, c'est du jamais vu une équipe qui réussit aussi bien à exécuter sa vision de A à Z. Et du coup, c'est quoi? Qu'est-ce que tu suis toi en ce moment? C'est quoi tes stratégies? Partage-nous un peu les bons plans du moment pour toi. Il y a Base parce que les gens s'attendent quand même à un airdrop de token Base, mais Base est quand même vachement en difficulté là depuis quelques mois. Ah bah là, ils ont annoncé en plus hier qu'ils abandonnaient un peu le côté produits sociaux, réseaux sociaux, pour se refocaliser sur ce qui fonctionne en fait, c'est-à-dire le Ce qui n'est trading, pas trop quoi. tôt, hein, effectivement, ce qui est pas trop tôt. Hein. Ils ont pris 2-3 ans à se rendre compte que c'était une idée de merde, ce que beaucoup leur disaient déjà. Moi, c'était mon point de vue. Aujourd'hui, il y a des gagnants qui sont très clairs sur la crypto, qui sont voilà, Solana, Hyperliquid, bon, Ethereum. Tout le monde en a marre de s'exposer à des potentiels hacks pour 3% de rendement sur du lending. Ouais, le C'est pas problème, c'est que intéressant. quand tu as plus de rendement en achetant des bons du trésor américain qu'en DeFi, c'est sûr que c'est compliqué d'attirer de la liquidité, hein. C'est clair, mais en tout cas, voilà, toutes les nouvelles chains, la plupart auront échoué. Salut Pêcheur, Mon ami, comment vas-tu? très bien et toi? Ça va, super, chaudement. Ouais, tu m'étonnes. On, on se retrouve un an après à peu près notre premier podcast. On avait pas mal discuté d'Hyperliquid. Tu nous avais fait une masterclass pour expliquer un peu ce qu'était Hyperliquid. On se rejoint un an plus tard pour voir un petit peu comment est-ce que Hyperliquid a évolué. Hyperliquid qui a d'ailleurs super surperformé Bitcoin, hein, sur la période. Je sais plus à combien il était quand on avait fait notre podcast en juin 2025. Il devait être autour des 40, je pense, quelque chose comme ça. Là, on tourne plutôt aux Ouais. alentours des 60-70. Donc, on va revenir un peu sur où est-ce qu'on en est sur Hyperliquid et parler plus généralement aussi de ton point de vue sur le marché crypto en ce moment, qui est vraiment, je pense, au plus bas. Tu nous parles un peu de ce que tu fais, toi, parce que t'es connu, de base, tu as été connu sur X, notamment, pour tes stratégies autour des airdrops. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis pour savoir si il y a encore des airdrops intéressants à farmer ou est-ce que les airdrops sont finis. Et puis regarder un petit peu ce que tu suis en ce moment. Ben ouais, carrément, avec grand plaisir. Effectivement, Hyperliquid, c'est vrai que ça fait à peu près un an. Je viens de regarder en juin, on était bien à 30-40 $, donc bravo, coup pas dans l'œil. Mm. Et il s'est passé vraiment beaucoup de choses. C'est vrai que les cryptos, en tant que catégorie d'actifs, mis à part Bitcoin, qui est dans une catégorie à part, c'est vraiment pas sexy là depuis un peu plus de 6 mois, quasiment un an. Depuis le On 11 octobre, hein, le 10 Ouais, octobre, hein, c'est ça, depuis le depuis le 10 crash. octobre, et c'est vrai que globalement, c'était beaucoup plus intéressant pour les investisseurs de se tourner vers la TradFi, les actions américaines, l'IA, ou certains types d'activités un peu plus spécifiques. La crypto, c'est vrai que c'est beaucoup moins sexy. Mais s'il y avait un dossier vraiment à pas louper dans le marché crypto, c'est vrai que c'était Hyperliquid là depuis plus d'un an. Donc ouais, il s'est passé beaucoup de choses. C'était le sujet le plus passionnant à suivre côté crypto. Et c'est vraiment ouais, une team fantastique qui fait plein de choses et il y a eu plein d'actu. Donc beaucoup à dire depuis le podcast précédent, effectivement. Ouais, parce que depuis le podcast, il y a eu donc HIP3 notamment, c'est-à-dire l'arrivée des actifs un peu traditionnels sur Hyperliquid, la possibilité de trader le pétrole, le pétrole qui a fait d'énormes volumes suite au conflit en Iran. Il y a eu tout ce qui est or, il y a eu les actions américaines, il y a eu des pré-IPO, c'est-à-dire que tu Ouais. peux trader avant que les introductions en bourse soient live, SpaceX, là je crois qu'il y a le leader chinois des puces, il me semble CMCX, je crois que c'est ça le nom. Enfin bref, ils sont vraiment au taquet, quoi, hyper liquide. Ils ont même lancé les paris prédictifs, il me semble, Ouais, c'est vrai. récemment. Bon, tu peux nous faire une petite update alors là de ce Bah, qu'il y a bien eu sûr, ouais, globalement? je vais essayer de rentrer au moins dans les grandes lignes. Je sais pas si je serai vraiment exhaustif. Il me semble qu'on avait, je sais plus si on avait parlé d'HP3 à l'époque. Je crois que oui. Je pense que Ouais, ça je venait pense. de se lancer. HIP3, c'est un énorme succès. C'est-à-dire que ça marche super bien. Alors, c'est un énorme succès entre guillemets. C'est malheureusement super centralisé. Donc, le principe d'HIP3, c'était que n'importe quel acteur qui a beaucoup de hype disponible peut lancer ses marchés perpétuels.
Il s'avère qu'en fait, il y a réellement un seul acteur qui est devenu le leader sur ce marché-là et qui prend toutes les parts de marché, mais qui du coup génère un volume considérable, ce qui fait beaucoup, beaucoup de revenus sur Hyperliquid. C'est la team de Unit à travers TradeXYZ. Et c'est un réel succès parce que bah, on se rend compte qu'en fait, les produits disponibles via le HIP3 de TradeXYZ, ça marche énormément. C'est surtout des actifs associés au monde de la TradFi. Et on a eu entre autres une collaboration TradeXYZ et le S&P Dow Jones Indices qui ont lancé le premier perpétuel officiel de S&P 500 sur Hyperliquid. Donc réel, disponible 24/7. C'est genre une collaboration officielle avec le S&P. Ah, donc À c'est côté de vraiment ça, backé par le S&P, ouais, quoi. c'est ça. Et c'est voilà, c'est la première fois que le S&P est vraiment tradable officiellement H24, 7 jours sur 7. Oui, parce que c'est ça À la grande côté de ça, révolution. on a ouais, voilà, et que du coup, c'est collaboration officielle avec le S&P, quoi. Donc Ouais, c'est parce que c'est souvent faut ça qui est faire vraiment vraiment big. confiance à des acteurs tiers. Là, bon bah, tu fais confiance Ouais, au voilà, S&P, donc si tu fais pas confiance au c'est pas un S&P, truc bizarre, collatéralisé, backé, wrappé, je sais pas quoi. C'est une vraie collab officielle. Et surtout, bah, ça te montre que les gars, là, pour le coup, c'est même pas Hyperliquid, c'est la team de TradeXYZ qui sont très proches de Hyperliquid, évidemment. Ça te montre qu'ils ont vraiment dans un pied chez Wall Street, en fait. À côté de ça, on a plein d'autres annonces de fous. Du JP Morgan qui parle ouvertement des traders qui viennent chercher le oil trading sur Hyperliquid, des Bloomberg, Wall Street Journal qui parlent d'Hyperliquid dans tous les sens. Et d'ailleurs, TradeXYZ, via CHIP3, c'est, alors j'ai plus tous les chiffres en tête, il faudrait que je regarde, c'est l'un des plus gros euh, produits perpétuels sur le marché après Hyperliquid. C'est-à-dire que il y a plusieurs concurrents, il y a plusieurs paires DEX, sans compter Hyperliquid, l'un des plus gros, c'est TradingSwayze, qui écrase la compétition. Donc c'est fou de se dire que le petit frère lui-même est plus gros que quasiment tous les autres acteurs du marché. Et accessoirement, à côté du HIP3, il y a aussi les Builders Codes, qui est le procédé par lequel n'importe quel acteur peut utiliser l'infrastructure d'Hyperliquid pour donner accès à leurs utilisateurs à des marchés de trading, à l'infra de trading d'Hyperliquid. En fait, on se rend compte que la plupart aujourd'hui des acteurs crypto, des énormes acteurs crypto, que ce soit les Nansen, OpenSea ou je sais pas quoi, Phantom Wallet sur Solana, ils utilisent tous Hyperliquid pour fournir l'infrastructure de trading à leurs utilisateurs. Donc en vrai, on a eu MetaMask aussi, ouais, je crois. MetaMask exactement, ouais, Rabi, on a eu une énorme domination de Hyperliquid par rapport au reste du marché. Et c'était un peu la promesse d'Hyperliquid, c'était leur positionnement marketing il y a un peu plus d'un an, mais aujourd'hui qui est une vraie réalité, c'est The House of All Finance, c'est-à-dire le fait que la finance se retrouvera au global sur Hyperliquid, et c'est pas juste un petit protocole crypto où tu peux trader ta crypto. L'objectif là, c'est vraiment, bon, c'est pas décentralisé, c'est pas le bon terme, c'est on-chain et beaucoup plus adapté, mais c'est vraiment de la finance on-chain qui est du coup disponible par Hyperliquid. Et c'est là où c'est fantastique, c'est qu'en fait, on se rend compte que c'est un outil d'onboarding énorme parce qu'on a Wall Street qui vient voir ce qui se passe sur Hyperliquid. C'est pas juste les utilisateurs crypto qui ont accès à des assets traditionnels disponibles on-chain. C'est vraiment, il y a des personnes qui n'avaient rien à voir avec la crypto, avec la finance on-chain, qui viennent du coup voir ce qui se passe sur Hyperliquid. Et en vrai, c'est l'une des plus grosses révolutions qu'on a eu en crypto ces 2, 3 dernières années. Ouais, c'est ce que tu disais, bah, la majorité des traders traditionnels allaient voir le prix du pétrole sur Ouais, Hyperliquid quand les marchés c'est fou. traditionnels étaient fermés, quoi. En C'est fait, fou. Et du coup, tu as des photos partagées par les gars de la team Hyperliquid ou TradingSwayze des photos dans Wall Street, des photos des écrans des traders avec une fenêtre sur Hyperliquid. Enfin, mm. c'est impressionnant quand tu vois le chemin qui a été parcouru. En fait, c'est vraiment une team qui vient de la crypto et qui a tenu ses promesses, qui a fait un boulot monstrueux, qui a fait les choses bien de A à Z. Il y a eu des choses qui ont plus ou moins bien marché, il y a des choses qui ont moins marché que d'autres, mais globalement, c'est du jamais vu. Moi, en tout cas, dans ma carrière de crypto investisseur, c'est du jamais vu une équipe qui réussit aussi bien à exécuter sa vision de A à Z.
Donc, bah, c'est très beau. Mm. Et je crois que les volumes sur les actifs, on va appeler ça traditionnels, ont largement dépassé les volumes tradés sur les cryptos, quoi. Maintenant, c'est même plus le marché Ouais, principal, c'est même plus Bitcoin, je crois, hein. ouais, c'est clair, c'est ça. Ouais, très fort. Et à l'époque, donc il y a un an, on parlait pas mal des sujets réglementaires, où moi personnellement, je pensais qu'à un moment, ils allaient se faire Ouais, réglementer et qu'il y allait avoir des vérifications d'identité obligatoires pour les traders, etc. Il semblerait que ça en prenne pas forcément le chemin. Je crois ils sont en discussion et avec des bah ouais, autorités américaines, qu'ils ont ouvert une sorte d'antenne de lobbying, le Hyper Liquid Policy Center, il me semble, qui discute avec les ouais. régulateurs. C'est quoi, toi, ta vision là-dessus? Bah exactement. C'est vrai que c'était. Alors il y a toujours eu beaucoup de détracteurs d'Hyperliquid parce que forcément ils ont fait beaucoup de bruit avec leur airdrop, avec des gens qui ont fait beaucoup d'argent. Donc quand t'as des gens qui font beaucoup d'argent à côté, t'as d'autres personnes qui essaient de justifier pourquoi ils sont pas dans le train, pourquoi ils ont pas investi sur le token, et donc ils essaient de t'expliquer par A plus B pourquoi est-ce que Hyperliquid ça va pas marcher. Et il y a eu plein d'arguments qui sont quasiment tous passés à la trappe avec le temps. Des arguments, tu vois, techniques, de sécurité, tel hack, tel truc, oui, les unlocks de tokens, etc. Bah, finalement, on se rend compte que la plupart des arguments, des prophéties, on va dire, ne se réalisent pas. Des prophéties qui pourraient entraîner la mort du protocole. On n'est pas à l'abri d'un hack un jour, évidemment, mais en tout cas, jusqu'ici, tout se passe bien. Et l'un des plus gros arguments des détracteurs d'Hyperliquid, ça a toujours été la régulation, parce que si Hyperliquid devient énorme, forcément, ça va devenir complètement injuste vis-à-vis des exchanges centralisés de pourquoi Hyperliquid aurait le droit de distribuer un tel produit sans avoir à obliger une vérification d'identité de ses utilisateurs. Et bah, la réponse d'Hyperliquid, ça a été de lancer son US Policy Center, donc clairement de se rapprocher au maximum de l'administration américaine, avec un énorme budget dédié à la régulation, un énorme lobby, très proche du Congrès américain pour faire en sorte que ils aient le droit d'exercer, que personne ne leur mette des bâtons dans les roues, que Hyperliquid soit traité comme des commodités et pas des securities, ce qui a d'ailleurs été accepté par la SEC. Donc là maintenant on attend le gros vote potentiellement aujourd'hui ou demain du Clarity Act, mais bref. Euh, et voilà, donc il y a eu un énorme boulot de lobbying qui a été fait par Hyperliquid et par TradeXYZ accessoirement aussi, qui travaillent tous ensemble. Donc en fait, c'est exactement ça qu'on attend de leur part, c'est qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils nous prouvent qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils fassent les actions nécessaires pour donner confiance aux investisseurs. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément tiré d'affaire, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours aucune garantie que demain Hyperliquid soit pas très fortement régulé, mais en tout cas, on sait que le sujet est très très pris au sérieux auprès de la team, parce qu'Hyperliquid, c'est une équipe qui est très petite. Ça a été 11 personnes pendant très longtemps. Et là, aujourd'hui, du coup, ils ont étendu la team à travers bah, notamment ce US Policy Center. Et l'objectif pour eux, c'est de faire les choses au maximum, se rapprocher de l'administration américaine et du, euh, et du Congrès américain pour faire en sorte que bah, Hyperliquid ait le droit d'exercer, que personne ne leur mette des bâtons dans les roues et que derrière, il y ait aucun risque pour les utilisateurs. Je pense que le moment où on aura la confirmation définitive que Hyperliquid n'a plus de risque de régulation, c'est le moment où le protocole aura été jugé comme mature, le prix du token sera fortement apprécié, ou bien ça n'arrivera pas et dans ce cas-là, on a une mauvaise nouvelle et le protocole va à zéro. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est toujours sur un protocole qui est un peu jeune, puisque le token a moins de 2 ans, le protocole a moins de 3 4 ans. Bah, forcément, quand tu investis sur un actif aussi jeune, tu as toujours un risque et c'est le risque qui justifie l'upside et la volatilité. En fait, un investisseur crypto qui attend d'avoir toutes les confirmations pour s'assurer qu'Hyperliquid ne soit plus à risque de quoi que ce soit, bah, c'est un investisseur qui du coup ne s'expose pas au potentiel upside. Donc en fait, c'est le jour où on aura toutes les confirmations qu'il faudra limite prendre ses profits sur le token comme d'habitude. Et encore, étant donné la performance et la surperformance du token par rapport au reste du marché crypto et même par rapport à Bitcoin, surtout en cette période de bear market,
c'est difficile de s'imaginer parier à la baisse sur le hype. Donc évidemment, on n'est jamais à l'abri d'un hack, comme n'importe quel protocole crypto, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise nouvelle. Mais je pense que si le Clarity Act passe pas pour je ne sais quelle raison, bah, ou est reporté pour je ne sais quelle raison, c'est quelque chose qui va affecter la majorité du marché crypto, pas forcément le hype en lui-même. Et d'ailleurs, le hype a tendance à bien se porter pendant les périodes de forte volatilité, pendant les périodes de forte annonce, parce que quand le marché crypto chute violemment ou monte violemment, ça fait des revenus pour le hype, et les revenus pour le hype, à travers tous les mécanismes de buyback, soutiennent le prix du token. Donc en vrai, en tant qu'investisseur crypto, c'est vraiment un actif à part entière qui est super super fort et qui a prouvé d'ailleurs sa force là ces derniers mois en surperformant complètement le reste du marché crypto. Et c'est magnifique en fait. C'est magnifique en tant que personne qui suit ce qui se passe en crypto. C'est un peu le rêve de voir une équipe qui fait les choses proprement, qui bosse bien, qui fait plein de trucs. Il y a plein d'améliorations techniques qui sont arrivées ces derniers mois. Il y a constamment des bonnes nouvelles. En fait, il y a constamment des nouvelles informations qui sont pas encore pricées, qui poussent le prix du token vers le haut et qui donnent envie d'y croire encore plus. Donc, ouais, non, c'est super beau. Franchement, bravo à eux. Ouais, parce que il y a eu bah, là je regardais le prix du token pendant que tu parlais, il est à 65 dollars, il est dans le top 10 maintenant, donc pour toi il y a encore un beau potentiel de montée. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure des différents FUD, comme on peut dire, des rumeurs qui pourraient entraîner la baisse du token. Il y avait effectivement le déblocage de beaucoup de jetons pour l'équipe, donc qui au final il n'y a pas eu une grosse pression de vente. Le fait qu'aussi, bah, ce protocole-là, donc là, je bascule, je peux donc plus du tout sur du FUD, mais que ce protocole en fait génère des vrais revenus pour le coup. C'est vrai qu'on cherchait des protocoles, enfin, on cherche de plus en plus des projets qui génèrent des vrais revenus et qui sont en capacité d'en faire bénéficier le token. Bah, comme tu le disais avec le système de buyback, les revenus générés, une partie va être réinvestie pour racheter le token et le retirer du marché. Alors je crois qu'ils le brûlent pas, hein, c'est ça, ils le réutilisent d'une autre manière, je sais plus exactement comment. Euh, mais c'est vrai que ça donne pardon, une bonne incentive. Euh, du côté des airdrops, puisque en fait Hype a été connu notamment parce qu'il a rendu des dizaines, centaines, milliers de personnes millionnaires en Hype, puisqu'ils ont distribué leurs tokens en janvier, en décembre ou novembre 2024, quelque chose comme ça. Euh, Toi, tu penses qu'il y aura un second airdrop parce que Hype a toujours le nombre de tokens Hype, euh, tous les tokens ne sont pas encore émis, donc ils en réservent certainement une prochaine partie pour un airdrop. C'est quoi ta stratégie? Est-ce que toi tu joues l'airdrop, le prochain airdrop de Hyperliquid? Est-ce que tu joues plutôt des airdrops d'autres protocoles qui sont liés à Hyperliquid? Tu parlais de Unit, Trade.xyz, de Liminal, je sais pas, il y a quoi d'autre comme projet intéressant que tu suis lié à Hyperliquid? Oui, bah c'est vrai que c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de tokens à être distribués. Je ne sais pas combien de milliards ça représente, mais une somme complètement astronomique. C'est 41% de supply, donc voilà, tu vois, ça fait je sais pas combien de dizaines de milliards à distribuer en théorie. Ouais, c'est x4 Je, encore. ouais, voilà. Plus que Je x4. pense que, je pense que, ils ont annoncé dans la documentation qu'il y aurait a priori un autre airdrop à un moment donné. Ils ont encore une très grosse partie de la supply à distribuer et quand tu vois les tokenomics, a priori, il va falloir qu'il les distribue un jour. Il n'y a pas de raison de rester un market cap aussi faible avec une concentration de tokens qui est globalement aujourd'hui entre les mains de certains très gros acteurs. Ils ont tout intérêt à décentraliser au maximum la distribution de leurs tokens. Moi, je pense qu'ils vont faire un airdrop, un second airdrop. J'avoue que je suis assez surpris qu'ils ne l'aient pas encore déjà fait, parce que comme tu l'as dit, c'était novembre 2024 le TGE du hype. Donc c'était il y a plus d'un an et demi d'ailleurs. Et un moment va falloir. Un moment va falloir. Donc en fait, je sais pas trop ce qu'ils attendent. On a vraiment aucune info, mais tout ce qu'on sait, c'est que la team a toujours respecté ses promesses. Donc à partir du moment où ils l'ont indiqué, mentionné, sous-entendu, il va falloir qu'ils le fassent et je pense qu'ils sont obligés de le faire à un moment donné. Sous quelle forme, c'est là où vraiment j'en ai aucune idée. Donc moi j'en sais rien. Je pense que ça arrivera. Je pense que les gens
à la fois surestiment beaucoup trop l'airdrop, ont des attentes beaucoup trop élevées, et à la fois, ça reste une somme qui est vraiment colossale. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont vu qu'Hyperliquid a fait un airdrop qui a rendu plein de gens super riches et qui du coup se sont dit, OK, le prochain c'est pour moi. Sauf que, bah, entre-temps, l'activité a tellement augmenté que la dilution est super, super forte. Donc, à mon avis, il faut pas s'attendre, comme pour le premier airdrop, à prendre des millions juste en faisant, voilà, quelques transactions. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marchera. Malgré tout, les sommes sont tellement conséquentes qu'en fait, pour moi, c'est indispensable de continuer d'utiliser Hyperliquid, et accessoirement, le produit est vraiment le meilleur produit crypto sur le marché, à mon sens. Aujourd'hui, j'ai envie de placer une position, quelle qu'elle soit, je la place sur Hyperliquid. Je veux acheter du Bitcoin en spot pour l'envoyer sur la chain Bitcoin nativement, bah, je peux le faire sur Hyperliquid. Je veux long ou short tel actif, que ce soit de la crypto ou de la TradFi, c'est dispo sur Hyperliquid avec la meilleure profondeur de liquidité, avec les frais parmi les plus bas du marché. Bah voilà, évidemment, j'ai aucun intérêt à aller ailleurs, hormis si c'est vraiment pour une position de farming spécifiquement. Mais moi, ma stratégie, c'est que je sais pas sous quelle forme le potentiel second airdrop aura lieu. Je suis persuadé qu'il y en aura un. Donc en fait, j'utilise Hyperliquid au quotidien constamment. J'utilise accessoirement le HIP3 de TradeXYZ pour passer toutes mes positions TradFi quasiment, sauf certaines, voilà, au cas par cas, ça m'arrive de vouloir farmer les fundings sur certains perp dex, donc dans ce cas-là, j'utilise autre chose, mais je suis actif globalement, je prends des positions un peu fréquentes, un peu régulièrement, bah, je fais tout sur Hyperliquid, ça me fait de l'activité. Je vais pas non plus faire comme je faisais en 2024, aller cramer des fees exprès pour faire de l'activité. Ça, je pense que c'est pas une bonne idée. Si ça se trouve, ça va payer de fou, hein. Mais voilà, l'airdrop, j'y crois, mais on n'a vraiment aucune info et ça m'étonne qu'il ne l'ait pas déjà fait. Si vous appréciez l'interview, pensez à mettre un j'aime, à partager, à commenter et à vous abonner. Ça nous aide beaucoup à faire grossir le podcast et à continuer de démocratiser la crypto-monnaie comme on peut le faire avec Cryptost depuis 2017. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver les interviews sur toutes vos plateformes de podcast comme Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Ça vous permet d'écouter les interviews en faisant votre sport ou la vaisselle. On vous met tous les liens dans la description. La question, c'est est-ce qu'il y aura un autre programme à point ou pas? À mon sens, ce serait complètement débile de ne pas faire un autre programme à point. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils ont une énorme quantité de tokens à distribuer. Le jour où ils distribuent cette énorme quantité de tokens, ça fait une pression vendeuse monstrueuse, qui du coup va forcément faire mal au prix. Alors que, à l'inverse, le jour où ils lancent un programme à point, ça va inciter directement les utilisateurs à aller faire de l'activité sur Hyperliquid et donc à générer des fees et donc à faire des revenus et donc à monter le prix du token. Donc en fait, à mon sens, pour compenser la potentielle baisse induite par la libération de tokens, qui sont toujours un événement bearish pour n'importe quel actif, puisque tu rajoutes de la supply en circulation, je vois pas pourquoi il ferait pas un point de programme. Donc en fait, à mon sens, on aurait déjà dû avoir une annonce de OK, on relance un point de programme qui va durer 6 mois, un an, peu importe, avec des points rétroactifs pour l'activité réalisée depuis l'airdrop, très bien. Et potentiellement, ils peuvent se permettre dans ce cas-là d'incentiver les nouveaux produits, le HIP4, les actifs en TradFi qu'ils ont envie d'incentiver pour booster les revenus, booster l'activité et vraiment prendre la place de leader qu'ils pourront avoir. Donc en fait, ils ont une énorme cartouche euh, de marketing et d'utilisation et de génération de revenus à travers les incentives. Ils l'ont pas encore utilisé. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Je fais confiance à la team globalement parce qu'ils ont pris un ensemble de bonnes décisions ces 2, 3 dernières années qui me donnent aucune envie de penser qu'ils savent pas ce qu'ils font. Mais c'est vrai que j'arrive pas à suivre, j'arrive pas à savoir pourquoi on a à ce point-là aucune info. On est en juillet 2026. Qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'il y aura un point de programme? Je trouve que ce serait une erreur de distribuer des tokens du jour au lendemain sans prévenir comme ça à des personnes qui vont du coup uniquement vendre. Et à plein de personnes qui du coup vont shorter parce qu'ils vont s'attendre à une pression vendeuse monstrueuse. Donc c'est la grande question. En tout cas, voilà, moi j'utilise Hyperliquid au quotidien, j'utilise TradeXYZ. Comme tu as cité Liminal, bah moi j'ai des stables en farming chez Liminal parce que je trouve que les rendements sont bons et je trouve que c'est un produit qui est très cool, qui répond à un besoin que j'ai d'aller chercher le yield naturel sur Hyperliquid
Accessoirement, il y a d'autres moyens d'aller farmer du yield sur Hyperliquid. Tu peux aller chez Hyperlend ou chez des liquidity providers, déposer de la liquidité, peu importe. Je pense pas qu'il y ait d'airdrop euh, particulièrement intéressant. Moi, il n'y en a pas qui m'excitent spécifiquement. C'est-à-dire que les projets qui sont lancés aujourd'hui dans l'écosystème Hyperliquid, il y a Il y a eu des déjà eu des petits. airdrops, non? Il y a eu Il y a, Kinetic des- qui a été il y a un déjà peu eu quelques décevant, airdrops. Ah, HyperSwap. voilà, il y a eu quelques airdrops. Tu as cité les deux meilleurs, Hyperswap et Kinetic. Tu pouvais prendre un bon billet si tu avais bien farmé. En fait, il y a plusieurs autres airdrops qu'on attend, qu'on n'a jamais eu, et je pense qu'on n'aura jamais. À mon avis, c'est des protocoles qui estiment à pas avoir généré suffisamment de revenus pour se permettre de lancer un token. Donc, il y a Hyperbit, il y a Felix, par exemple. Il y a PRJX qui, du coup, a priori, lancera pas de token, ou ça n'a pas l'air d'être prévu. Ils ont fait un drop de stablecoin. Et à mon avis, voilà, c'est des protocoles sur lesquels j'ai fait de l'activité, mais s'ils n'ont pas déjà lancé leur token, je pense que c'est parce qu'ils peuvent pas se le permettre, qui savent que ça va être un échec, qui savent qu'aujourd'hui l'activité Hyper EVM est au plus bas. Pareil, c'est encore une très grosse cartouche qu'a l'équipe d'Hyperliquid, c'est que demain, ils pourraient très bien lancer un programme à points et indirectement incentiver l'activité Hyper EVM et relancer une activité monstrueuse et stimuler le développement de plein de protocoles. Ils le font pas, donc c'est un peu Ouais. la question. En HyperEVM, tout cas, tant c'est la qu'on n'a pas blockchain de... qui développe Ouais, voilà, c'est ça. Hyperliquid. Et sur laquelle il y a eu une très grosse activité au lancement parce que tout le monde pensait farmer à Hyperliquid. Aujourd'hui, la blockchain, tout comme quasiment toutes les blockchains du marché, est un peu au point mort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Malgré tout, sur HyperEVM, il y a quand même quelques protocoles très cool qui se lancent, bah, notamment, voilà, et moi, il y a Luminal que j'aime bien. Il y a des protocoles d'options qui est un sujet qui m'intéresse. Moi, ça fait quelques mois que je répète que les options, c'est un gros truc qui manque encore en crypto et je pense que ça va se démocratiser. D'ailleurs, c'est un potentiel HIP15, HIP5 ou une potentielle application d'HIP4. Du coup, il y a quelques petits trucs comme ça par-ci par-là qui sortent. Il y a quelques applications un peu innovantes qui se lancent aussi dans l'écosystème Hyperliquid. Mais globalement, c'est pas évident, enfin, c'est pas très sexy de se positionner en tant que farmer d'airdrop parce que qu'est-ce qui conditionne la valorisation d'un airdrop, c'est la valorisation du token. Donc, il faut un token qui sens à une très grosse valorisation. Donc, il faut un protocole qui marche beaucoup, qui fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup de revenus, ou potentiellement qui a levé énormément d'argent parce qu'on sait que on sait que ça garantit a priori un lancement de token très fort par des gros listings et des gros market makers, beaucoup de liquidités, etc. Donc, en fait, il faut des protocoles vraiment qui sortent du lot et qui font beaucoup, beaucoup de bruit. Il n'y en a pas énormément. Ok, il y a Unit, c'est pour ça que moi je fais du volume sur TradeXYZ. Je suis pas persuadé qu'ils fassent un airdrop un jour. Ça ferait pas trop de sens qu'ils le fassent, à part pour faire plaisir aux utilisateurs, mais ils ont pas besoin de ça pour faire une croissance énorme. Donc en fait, un peu sans conviction, c'est-à-dire que j'utilise naturellement les protocoles, mais là je farme pas grand-chose sur Hyperliquid spécifiquement. Si j'ai une bonne surprise, je serai positionné. Et sinon, bah, je perds pas trop mon temps et je perds pas trop mon argent à cramer de l'énergie et du capital sur de l'activité qui potentiellement payera jamais. Mais en tout cas, voilà, l'airdrop Hyperliquid, c'est un énorme sujet. On l'attend tous et on attend tous plus d'informations. Il va falloir que ça arrive. Il y a un événement à Singapour début octobre. Si ça se trouve, ils feront une annonce à ce moment-là. Il y a les 2 ans de hype là, fin novembre. Donc, si ça se trouve, il y aura plus d'infos là, à ce moment-là. Voilà, on verra. L'avenir nous le dira. Tu parlais tout à l'heure que tu disais que toi tu utilisais quasiment plus que Hype, mais c'est vrai que là on est dans une période où bah, Binance n'a pas eu son agrément MiCA, sa licence MiCA, donc a dû pour le moment fermer jusqu'à l'obtenir. Et en fait il y en a beaucoup qui veulent plus utiliser les plateformes centralisées pour pas vérifier leur identité avec toutes les fuites de données, etc. C'est vrai qu'en fait Hyperliquid Ouais, c'est parfait pour ça. Tu peux, comme tu disais, tu peux trader, tu peux acheter du Bitcoin et le retirer sur une adresse Bitcoin directement. Donc ouais, c'est fantastique. t'as du vrai Bitcoin, du vrai Ether, du vrai Sol et quelques autres cryptos. Faudra aller voir ce que propose Unit, mais c'est quand même Ouais, assez c'est ça, fort. des cryptos un peu plus petites, voilà, du pump, du fartcoin, des trucs un peu inutiles. Mais pour les très grosses cryptos, en fait, tout est dispo et c'est une simplicité d'utilisation. Alors que bah, les exchanges centralisés, j'ai rien du tout contre les exchanges centralisés. Moi-même, j'en utilise quelques-uns de temps en temps, mais c'est quand même vachement plus lourd. Ok, identité, il faut prouver l'origine des fonds, il faut prouver à qui appartient l'adresse. Euh,
t'as la garantie d'avoir une protection de tes fonds. A priori, tu te fais pas hacker. Par contre, si jamais il y a un problème sur l'exchange, du jour au lendemain, tu peux tout perdre, comme c'est arrivé en 2021. Enfin, faut un peu choisir son combat. Et j'avoue que moi, le pro du Hyperliquid, je suis vraiment convaincu. J'ai toujours été convaincu, mais aujourd'hui, ça se confirme, ça se renforce encore plus. C'est vraiment, vraiment parfait en termes d'utilisation quand tu es habitué à faire des transactions on-chain. Et ouais, non, franchement, bah, c'est très fort et voilà, il y a eu plein de news, il y a eu plein d'autres trucs. On peut parler de, il y a eu il y a eu les ETF, accessoirement. Donc ETF Hype qui réalise bah, pas mal d'activités. Je crois que, je- alors c'est pas les plus gros en valeur absolue en termes d'inflow. Je crois qu'ils font mieux que Solana en termes d'inflow ou plus ou moins pareil que Solana en termes d'inflow. Et en tout cas, quand tu compares les inflows au total sur le hype par rapport à la valorisation de l'actif, c'est de très 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 loin l'ETF le plus successful par rapport à tous les ETF crypto qu'on a eu. Et ça donne une pression acheteuse qui est encore beaucoup plus grosse que ce qu'on a eu sur l'ETF Bitcoin au lancement, par exemple. Donc, bah, vrai succès sur ça. Je sais plus ce qu'on a d'autre. Ouais, comme tu l'as dit, il y a eu les HIPK, donc les marchés de prédiction. Ça, bah voilà, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas forcément et qui va potentiellement marcher de mieux en mieux. Ceux-là où ils sont plutôt Et bons, ils suivent un peu les tendances avec Polymarket, Kalshi, marché prédictif. Bon, même si c'est interdit ouais, en France et que c'est bloqué, qu'on est bloqué, qu'on doit utiliser des VPN pour ceux qui le veulent pour pouvoir utiliser ces produits-là, bah, c'est quand même monstrueux. Je crois les volumes qu'ils font là pendant la Coupe du Monde, c'est ouais, plus. Je crois avoir vu que c'était plus que les bookmakers traditionnels, il me semble, aux ouais, c'est US. possible. C'est possible. Donc Et bon, il il y y a a une eu, pivot. et dernier très gros truc, c'est qu'il y a eu collaboration avec Coinbase qui devient le liquidity manager officiel de USDC sur Hyperliquid. Donc jusqu'ici, il y avait plusieurs stablecoins dispo sur Hyperliquid, donc USDC, leur USDH natif et il y avait de l'USDT. Bah, ils ont signé un deal monstrueux avec Coinbase qui rachète USDH et qui, à partir de maintenant, va reverser, je sais plus si c'est pas 90, plus de 90% des intérêts des réserves USDC au protocole. Donc habituellement, c'est partagé à 50-50 avec Coinbase. Bah là, c'est quasiment tout va être versé à Hyperliquid. Donc ça fait tu vois, une source de revenus et donc de pression acheteuse supplémentaire sur la TVL totale en USDC. Et ça, c'est un deal qui est absolument monstrueux pour Hyperliquid. Encore une fois, c'est quelque chose qui se fait pas habituellement. Circle font pas ça sur les sur la plupart des protocoles, quoi. Donc c'est une très grosse source de revenus encore, et c'est encore une preuve que bah ouais, Hyperliquid, c'est devenu un énorme acteur dans le monde de la crypto et dans le monde de la finance, et c'est bon signe pour l'avenir en fait. Ouais. Et pour clôturer un peu le sujet hyper liquide, donc je regardais hein, tout à l'heure, je crois il y a 225 à peu près millions de tokens en circulation sur près d'un milliard. Donc on est sur un fois 4 et en termes de valorisation totale, si tous les tokens étaient émis, on est à 65 milliards de market cap, ce qui placerait Hyperliquid dans septième position des C'est cryptos beau, par capitalisation. c'est fort. Et sachant que dernier point très important sur cette histoire de market cap, c'est que Hype, pour l'instant, est complètement déflationnaire. Le market cap, euh, techniquement, voilà, le nombre de tokens en circulation aujourd'hui ne fait que diminuer à travers les tokens qui sont burn Et et à travers la supply qui est. Il y a une ils partie, il sont y a une burn ou petite pas? Je me partie qui rappelle est. plus. Il y a une petite partie qui est burn. Il y a une grosse partie qui est dans l'assistance phase qui est considérée comme burn également, mais qui est pas officiellement burn. Donc ouais, l'assistance fund, c'est s'il y a un problème pour rembourser les utilisateurs, c'est ça? Bah, t'as l'assistance fund et t'as l'assurance funds qui sont deux choses distinctes. Donc j'avoue que je me souviens plus des petites spécificités techniques, mais c'est en théorie oui, en pratique ce sera peut-être même pas le cas. Enfin bref. Ok, bah donc on en parle depuis tout à l'heure, mais Hyperliquid fait super attention au prix de leur token, au cours de leur token, parce qu'un projet peut être très bon, mais si le prix du token ne fait que chuter, alors la perception qu'on va en avoir va être mauvaise, et donc potentiellement le projet va échouer. Donc Hyperliquid a été très très fort là-dessus,
de générer des vrais revenus, de donner une vraie utilité à leur token, de faire en sorte que le token monte beaucoup. C'est pas le cas pour une grande majorité des projets crypto. Donc je voulais enchaîner sur un peu ton point de vue sur l'état du marché, notamment depuis le 10 octobre. Il y a eu des valorisations complètement délirantes à l'époque, en 2024-2025, même peut-être 2023. Bon, je regardais des Celestia qui avaient levé plus de 100 millions, des Verachain 125 millions, même Ouais, c'est délirant. Megaet, je sais plus combien est-ce qu'ils ont levé. Mais voilà, Ouais, c'est c'est délirant. délirant et on se rend compte qu'au final, ces projets-là sont morts, ont jamais généré de revenus, etc. C'est C'est quoi toi ta ça. vision un peu là-dessus? Bah, ma vision, moi j'ai une vision très pessimiste du marché crypto. Et pour le coup, c'est quelque chose dont je parlais dans mes posts depuis un peu plus d'un an ou deux. J'avais une approche où je suivais beaucoup ces nouveaux écosystèmes, parce que qui dit nouveaux écosystèmes, donc voilà, Berachain, Monad, Megaet, c'est souvent là où il y a des opportunités de protocoles à farmer. C'est possible de recevoir des bons airdrops, c'est possible d'aller chercher des lancements de tokens, NFT qui performent. Il s'avère que la majorité ont été un énorme échec. Et en fait, mon point de vue, c'était de se dire, OK, bah, je m'expose à tous ces écosystèmes. Si ça marche, tant mieux. Si, s'il y en a un qui marche, bah, c'est génial parce que j'aurais été positionné super tôt. Et si ça marche pas, ça veut dire que, en fait, il n'y a pas d'avenir pour cette narrative qui est les nouvelles chains, nouveaux écosystèmes, et que c'est encore plus bullish pour Hyperliquid, qui du coup a été le gagnant, le clear winner de ce cycle. Donc, bah, ça a été ce deuxième scénario qui s'est réalisé, c'est qu'aujourd'hui en crypto, à part deux, trois narratives spécifiques comme les tokens de privacy ou certains trucs d'IA et encore, bah, en fait, il y avait des opérations à réaliser à court terme, mais en tant qu'investisseur, il y avait un peu rien à faire d'autre que bah, d'aller acheter les deux, trois tokens qui surperforment le marché, dont Hype. Donc, non, pour moi, ces histoires de nouvelles chains, nouveaux écosystèmes, c'est un énorme échec. Il y a rien qui a réellement vraiment fonctionné. Après, aujourd'hui, on est en bear market, donc forcément, à voir, tu vois, si ça se trouve, il y en a qui vont remonter, mais tu regardes l'activité des top chains, bah, globalement, il y a tout qui se passe. Un peu sur Ethereum, où tu as encore des gros protocoles DeFi, mais globalement, la DeFi, ça donne pas envie avec tous les hacks qu'il y a dans tous les sens. Ok, il y a de l'activité sur Solana, ils sont toujours à fond sur les mêmes coins. Là, récemment, il y a un très gros influenceur en scène qui a lancé son même coin, donc ça fait beaucoup du bruit. Ok, c'est encore des mêmes coins, on est fatigué. Bon, il y en a qui adorent, hein, moi, c'est pas mon truc. Il y a Base, parce que les gens s'attendent quand même à un airdrop de token Base, mais Base est quand même vachement en difficulté là depuis quelques mois. Et Ah bah là, ils ont sinon, bah annoncé en là, plus hier qu'ils abandonnaient un peu le côté ouais, produits sociaux, ouais. réseaux sociaux pour se refocaliser sur ce qui fonctionne en fait, c'est-à-dire le Ce qui est trading pas trop quoi. tôt, hein, effectivement, ce qui est pas trop tôt, hein. Ils ont pris deux, trois ans à se rendre compte que c'était une idée de merde, ce que beaucoup leur Notamment disaient déjà. Moi, Zora. c'était mon point de vue. Ouais, c'est catastrophique. Donc, non, en fait, aujourd'hui, il y a des gagnants qui sont très clairs sur la crypto, qui sont, bah voilà, Solana, Hyperliquid, bon, Ethereum, chacun aura son avis. Moi, je suis pas forcément bearish sur l'avenir de l'activité sur Ethereum et de la DeFi, mais genre, globalement, ça fait quand même pas du tout rêver. Tout le monde en a marre de s'exposer à des potentiels hacks pour 3% de rendement sur du lending. Ouais, le C'est pas problème c'est que intéressant. quand tu as plus de rendement en achetant des bons du trésor américain qu'en Bah voilà, DeFi, tu vois. là c'est sûr que c'est Exactement. compliqué d'attirer de la liquidité, hein. C'est clair. C'est clair. Mais en tout cas, voilà, toutes les nouvelles chains, la plupart auront échoué. Et c'est qu'en fait, c'est des projets qui sont nés suite à des succès d'autres projets précédents, notamment en 2021. Donc en fait, en 2021, tu avais plein de projets qui carburaient à des valorisations énormes. Tu vois, les grosses chains, là, bon, les Binance Smart Chain, Avalanche et les gros trucs, Ripple, je sais pas quoi. Moi, j'étais pas là, j'ai pas toute la liste en tête, Après mais voilà, il y Binance avait. Smart Chain a plutôt bien perf hein, pour le coup. Enfin le Ouais, token voilà, BNB a plutôt bien perf. c'est ça. Mais ce Avalanche que un je peu veux dire, moins. c'est qu'en 2021, ces trucs-là, c'était monstrueux. Et donc, en fait, évidemment, t'es un VC, t'as envie de continuer un peu ce nouveau truc de, OK, les nouvelles chains, ça marche. Il y a de la demande. On va faire encore mieux technologiquement, des chains qui sont encore plus rapides, des chains avec des mécanismes financiers qui permettent aux utilisateurs de gagner de l'argent avec leur liquidité. Donc, c'est pour ça qu'on a eu tous les nouveaux layers qui se sont construits avec des VC qui investissent des dizaines ou des centaines de millions dedans. Une communauté qui du coup se crée petit à petit,
à base d'écosystèmes, d'applications, de collections NFT, de potentiels meme coins, etc. Tous pensant qu'ils étaient sur le meilleur nouveau écosystème parce que moi, la tech de ma chain, elle est trop bien, ma chain, elle va plus vite, ma chain, elle est trop cool. Ouais, exactement, tu vois. Concrètement, en pensant tous prendre leur airdrop et leur billet au lancement et en pensant que ils allaient tous investir dans le nouveau Solana, le nouveau Hyperliquid. Et au lancement, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment de demande, que en fait, une chain, les utilisateurs s'en foutent de la chain, s'en foutent de la vitesse de la chain. Ce qui compte, c'est les bonnes applications. On se rend compte que si t'as pas une très bonne application sur ton appli, ta chain, sur ta chain, la chain n'a aucun intérêt. Donc typiquement, Polygon est une chaîne qui n'a aucun intérêt, mais il y a Polymarket, donc en fait, il y a des trucs à faire dessus, ça leur fait de l'activité. À l'inverse, tu prends des nouvelles chains qui se sont lancées, il n'y avait rien à faire dessus. C'est-à-dire au lancement, on a eu Bera Chain, Movement, il n'y avait rien à faire dessus, Story, il n'y avait rien à faire dessus. Monad, c'était pas catastrophique, mais c'était quand même un peu en dessous des attentes. Megahead, c'était catastrophique, il n'y avait absolument rien à faire dessus. En fait, tu es un utilisateur, tu as un peu d'argent, t'as reçu ton airdrop ou pas, peu importe, t'as rien à faire sur une chain. Il y a que des vieux meme coins à 100 000 balles de market cap où tu te fais rug. À un moment, tu es là, tu perds un peu d'argent 2, 3 semaines et tu bridges tes fonds et tu reviens plus jamais. Et la chain, elle est en mort cérébrale. C'est ce qui s'est passé dans la plupart des cas. Et accessoirement, le marché ne veut plus de nouveaux tokens. Le marché crypto ne veut plus de nouveaux tokens. On a eu un énorme top en 2021 de la capitalisation totale et du coup, tout était valorisé à des niveaux complètement aberrants. Il n'y a pas eu plus de liquidité ce cycle-là pour aller pousser les nouvelles chains et les nouveaux tokens à des prix encore plus élevés. Les utilisateurs lambda, les investisseurs lambda comme nous ont compris le game des VC et le fait que en fait tu rachètes juste un token auquel un VC a investi 10 fois moins cher et tu sers potentiellement d'exit liquidity. Donc ce truc-là est devenu très clair. Ouais, voilà. Donc en fait, il y a un moment où il y a juste plus assez de liquidité, il y a juste plus de nouveaux entrants pour faire tenir le Ponzi. Et toutes ces chains valorisées à des niveaux complètement aberrants tirent la gueule. Et étant donné qu'il n'y a pas d'activité, les gens se sont rendus compte que sans revenus, l'activité n'était pas sustainable et le produit allait faire faillite, se faire hacker, etc. Donc les gens, ils ont juste perdu l'intérêt. Et en vrai, c'est une excellente chose parce que du coup, la crypto s'éloigne un peu de cet énorme casino où en fait, faut toujours acheter le nouveau truc qui sort parce que il y a toujours quelqu'un qui va acheter plus cher que toi et un énorme Ponzi finalement. On se tourne vers, OK, il faut que le produit il réponde à une vraie demande, il faut qu'il génère des vrais revenus, et sinon ça va à zéro. Et en vrai, c'est un peu de la sélection naturelle, et moi je trouve que c'est une excellente chose pour l'écosystème au global. La triste vérité, c'est qu'il y a vraiment, vraiment très, très peu de produits qui sont vraiment qualitatifs, qui ont une bonne team, qui fait les choses bien, qui n'ont pas des investisseurs super véreux, qui veulent uniquement se faire de l'argent sur le dos des retail users qui vont acheter leurs tokens. Et pour le coup, à voir est-ce que l'activité continue, mais en tout cas, la crypto a, la crypto a bien maturé, je sais pas si c'est le bon terme, elle devient de plus en plus mature, se rapproche énormément de la TradFi. Et aujourd'hui, les plus grosses narratives qu'on a en crypto, c'est la tokenisation des RWA, donc les actifs TradFi disponibles, et d'avoir du yield natif de bons du trésor, d'avoir des stocks disponibles on-chain qui donnent des dividendes. Une autre grosse narrative, mais qui n'a pas encore vraiment fait des grands gagnants, fait ses vraies preuves, c'est toute la partie IA agentique. Donc ça, à voir, tu vois, à voir, c'est potentiellement un très gros axe de développement. Ouais, mais pareil, c'est que, enfin, le token, quel est l'intérêt d'avoir un token là-dedans? Comment t'intègres le token là-dedans? Pareil pour la tokenisation, hein, à part des tokens de gouvernance où tu vas les utiliser pour voter et on se rend compte que personne ne Ouais, l'utilise et que ça sert à rien. c'est clair, Pour le moment, c'est assez c'est clair. limité encore. C'est clair. D'ailleurs, il y a un peu hors sujet, mais il y a même potentiellement des abus sur ces histoires de gouvernance. Là, je sais pas si tu as suivi l'exploit de Bonk il y a quelques jours. Ouais, ouais, bah il y a eu un vote de gouvernement. Alors j'ai suivi de loin, il y a eu un vote, c'est ça, pour, je sais pas exactement pourquoi, pour récupérer une partie ou contrôler une partie Voilà, du en gros, protocole. il y a quelqu'un qui a acheté beaucoup, beaucoup de tokens pour voter, pour recevoir des tokens, et, du coup, il a pu vendre plein de tokens, et voilà, quoi. Bon, bref, c'est complètement aberrant, et c'est une excellente chose, parce qu'on se rend compte, on n'a pas besoin de plein de nouveaux tokens dans tous les sens.
Puis il y a eu C'est un tous les comportement problèmes ponzesque de et DAO aussi, pardon, toutes ces ouais. organisations décentralisées autonomes. Bon, on se rend compte qu'on arrive un petit peu à la fin et qu'on se rend compte que c'était de l'utopie ou pire, que c'était de la malhonnêteté et que beaucoup, en fait, bon, il y a eu le drama AV notamment, Ouais. qui a, Ah non, mais en ouais. fait, quand tu vois tous les hacks et tous les trucs qui se passent comme ça, la meilleure chose à faire, c'est de se tenir un peu éloigné de la crypto en réalité, hein. Ok, t'achètes ton Bitcoin, t'achètes ton hype si t'es vraiment convaincu et tu penses que ça peut continuer de surperformer. Sinon, faut être spécialiste, hein, faut être vraiment bon pour déjà ne pas perdre d'argent. Et je pense que la majorité des gens ont tout intérêt à se tenir à l'écart de ce truc-là parce que ça reste un monde où tu peux perdre tout ton capital, où tu peux perdre tout ce que tu investis juste en faisant une petite erreur. Et qu'en fait, le rendement aujourd'hui est pas bon du tout. C'est-à-dire que tu prends beaucoup de risques pour faire un peu d'argent. Donc oui, c'est du casino, tu peux acheter des meme coins, ça reste un truc qui marche très bien. Tu as toujours l'aspect gambling. Mais derrière, en fait, la crypto est en train de se purifier, de se prendre un coup de sélection naturelle. On se rend compte que la plupart des trucs qui ont pas d'intérêt, et en vrai, c'est une bonne chose. Et du coup, c'est quoi? Qu'est-ce que tu suis toi en ce moment? C'est quoi tes stratégies? Partage-nous un peu les bons plans du moment pour toi. Non, moi, j'ai toujours un bac de hype. Là, j'estime qu'on est sur des niveaux qui sont intéressants sur le Bitcoin. Donc, personnellement, je rachète du Bitcoin. J'ai commencé à racheter il y a quelques semaines du Bitcoin. Je fais pas un DCA parce qu'un DCA impliquait d'acheter à intervalles réguliers, plus ou moins. Moi, j'ai une stratégie un peu agressive de rachat personnellement. Mais voilà, je considère qu'en tout cas, on est sur des niveaux qui commencent à devenir vraiment intéressants et je reste un convaincu de Bitcoin dans l'absolu sur le long terme. Plus par pessimisme sur le dollar américain qui tend vers zéro que sur le Bitcoin en tant que tel, qui, je suis persuadé, reste une bonne proposition de valeur, mais je suis pas forcément convaincu qu'on va à 1 million de dollars dans 10 ans, tu vois. Je pense que ça arrivera peut-être un jour parce que le dollar va vers zéro naturellement, mais que faut acheter du Bitcoin, tout comme tu peux acheter des actions américaines, tout comme tu peux acheter des montres, des voitures, des cartes Pokémon, tout ce que tu veux, tu vois. En tout cas, voilà, moi, le Bitcoin, j'avoue que c'est quelque chose que je trouve un peu pratique, donc j'en achète un petit peu. Et sinon, à côté de ça, j'ai repris le farming. J'ai repris le farming d'airdrop il y a quelques semaines. J'ai remis les crampons. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant pour être honnête. Le marché, aujourd'hui, le marché crypto, valorise très très mal les nouveaux projets. C'est-à-dire que tous les tokens qui se lancent, bah, se lancent à des valorisations super faibles. Donc les fondateurs le savent et lancent pas leurs tokens. Donc il y a peu d'incentive à aller farmer tout ce qui bouge. Mais je pense qu'il y a quand même quelques projets qui sortent du lot pour des raisons un peu spécifiques. Donc moi, mes convictions personnelles sont aujourd'hui sur quelques perpdex. J'ai fait beaucoup d'activités perpdex en 2025. J'ai farmé un petit nombre de protocoles, mais que j'ai farmé assez agressivement. Donc j'ai beaucoup farmé début 2025. Lighter qui a déjà fait son airdrop, Variational qui doit faire un airdrop cette année, Extended qui doit faire un airdrop peut-être l'année prochaine, on ne sait pas. Et Nado, le père de Ink, Ink est la blockchain de Kraken. En fait, moi, ma thèse, c'est de farmer uniquement les protocoles qui ont un différenciateur, qui ont une raison de me faire croire qu'ils vont potentiellement lancer une bonne valo et faire les choses bien. Donc, typiquement, Ink, le token de Kraken, c'est assez certain qu'il lance à une valorisation convenable, étant donné que c'est Ouais, Kraken, étant donné que c'est et Billy. puis il y a Xtox aussi, ça, leurs actions tokenisées. Hein. Je sais pas si ça sera un seul et même airdrop pour Inc. Xtox, s'il y en aura plusieurs. Il y a ça aussi à Voilà, jouer, après, c'est ça potentiellement. exactement. Bah ça, pour le coup, j'ai fait un peu j'ai des petites positions aussi sur ça, c'est-à-dire que tu as Tidro, Nado et du coup Xstock à travers ces protocoles qui peuvent te rapporter des points pour Inc. Donc pour moi, c'est aussi intéressant, effectivement. J'aime bien. Mais voilà, c'est à peu près tout. Donc ça, j'ai fait de l'activité sur tout ça en 2025 beaucoup. J'ai fait une bonne petite pause de plus de 6 mois depuis fin 2025. Et j'estime qu'aujourd'hui, c'est toujours intéressant. Faut être bon, par contre, faut être vraiment bon pour farmer ça. Mais j'estime que c'est toujours intéressant de faire de l'activité sur Variational et Extended, étant donné qu'on a eu des nouvelles informations récemment. À savoir, Variational ont fait une énorme levée de fonds de plus de 50 millions. Donc ça pousse leur levée de fonds totale à 60 et quelques millions auprès de Dragonfly, qui est un très gros VC.
Et qui dit nouvelle levée de fonds dit beaucoup de capital, un très gros suivi, un très gros backing, des très bons contacts avec des market makers, des liquidity providers, des listings qualitatifs. Ça assure que le token sorte à une valorisation relativement élevée. Donc j'estime qu'en fait, cette nouvelle information doit être repricée, a été repricée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des points qui sont émis toutes les semaines et que bah, à l'époque, j'ai farmé sans connaissance de cette information évidemment, et qu'avec la connaissance de cette information, j'estime qu'il y a encore un peu un rendement sympa à aller chercher. Et le truc en fait qui m'intéresse sur Rational, c'est qu'aujourd'hui, contrairement aux autres Perdex, les API de trading ne sont pas disponibles, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent très très difficilement créer des bots de trading pour automatiser leur farming. Tu vas sur Hyperliquid, tu vas sur Extended, tu vas sur Lighter ou peu importe, ou sur Nado. Une grosse partie de l'activité est réalisée par des bots. Il y a des mecs qui farment automatiquement, qui ont des algorithmes de trading, qui farment eux-mêmes, soit qui sont vibe codés, soit qui sont des vrais trucs de programmation vraiment super efficaces. Ça fait que quand tu es un utilisateur normal qui fait des transactions, t'as pas de edge, t'as pas ce petit truc qui fait que tu peux être meilleur que les autres. Sur Varational, étant donné que l'activité est quasiment humaine, organique, il y a, selon moi, un vrai avantage compétitif à aller chercher des points, surtout qu'en plus, on est en plein été, on est en plein bear market. Donc, je farm encore Varational, mais j'ai déjà un bon nombre de points. Je suis déjà satisfait de mon potentiel airdrop, mais je continue parce que je pense que c'est une bonne opportunité. Et ça, c'est pour la partie farming d'airdrop. J'avoue, je regarde pas grand chose d'autre. J'ai deux autres perpdex qui m'intéressent, mais qui sont pas encore live. Donc, je suis un peu leur progression et je parle un peu avec la team une fois de temps en temps pour savoir où ça en est. Mais ça, bon, étant donné que c'est pas live pour l'instant, il y a pas grand chose à dire. Et accessoirement, en fait, je pense qu'il n'y a pas énormément de trucs intéressants à farm hors perpdex, puisque la plupart du marché crypto est sans intérêt, que pour lancer un token à une bonne valorisation, bah, il faut des revenus, il faut de l'activité. En fait, il y a peu de produits qui font des revenus et de l'activité. Les perpdex, c'est un excellent produit de bear market, étant donné que ce soit en bear market ou en bull run, les gens continuent de trader. Il y a deux, trois autres narratifs qui m'intéressent quand même. Donc, j'en ai parlé plus tôt. Il y a les options, mais ça, j'ai déjà fait de l'activité aussi sur les protocoles sur HyperEVM. Il y a les trucs de cartes Pokémon qui font beaucoup de revenus, mais ça, c'est pas quelque chose qui se farm. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'utilise quand tu as envie de gamble et que tu as de l'argent à cramer pour peut-être acheter des cartes. Voilà, ça, il faut être dans le délire. Moi, ça, c'est pas quelque chose que je farm spécifiquement. Ça m'arrive de placer quelques petits ordres, mais c'est plus pour le fun que pour qu'en Parce que termes d'investissement. je crois qu'ils ont majoritairement des tokens déjà. Je pense à Cards, Ouais, je sais plus ouais, exactement les exactement. autres, Bah, il y en a Cards, plusieurs. Cards qui performe bien, ouais. C'est ça. Bon, après, t'en as deux, trois. On sait pas encore s'ils vont lancer leur truc, mais a priori, c'est pas impossible. Et non, après, en termes de nouveaux écosystèmes, c'est clairement fini. La narrative en tant que telle est morte. Malgré Voilà, il tout, y voilà, il y a a des trucs, voilà, il y a des trucs à Chain en ce suivre, moment. à savoir Inc. et entre autres Robinhood. J'allais y venir. À, à ma connaissance, il n'y a pas d'airdrop de prévu, mais pour le coup, il y a de l'activité sur la chain. Donc, si ça se trouve, les personnes qui utilisent la chain se feront fortement récompenser à un moment. Je, je tends l'œil. Je pense pas, je suis pas encore convaincu qu'il y ait beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de gens qui sont excités par Arcus. Je sais pas si toi t'en as entendu parler. Ouais, si on a fait un guide sur Robinhood Chain pour ceux qui sont Eh ben, intéressés sur excellent. Cryptos, on a mis Arcus dedans. Je vous Arcus, mettrai le lien. pour le coup, s'il y avait un truc à farm, je pense que ça pourrait être ça. Je suis pas encore convaincu, étant donné que c'est donc Arcus, rebranding DYDX. Je suis un peu mitigé. Je pense que ils ont annoncé des très belles promesses, c'est-à-dire très grosse liquidité digne de Robinhood, zéro fees, une très grosse sélection de stocks dispo 24/7. Si c'est le cas, c'est génial. Si c'est le cas, c'est un excellent produit et dans ce cas-là, je l'utiliserai. J'attends de voir. Et en attendant, je suis pas trop fan de leur marketing super agressif à base de waitlist avec un système d'affiliation où il faut connecter ton wallet et ton compte Twitter. Je trouve que c'est vraiment le protocole qui a envie de faire le plus de bruit possible, qui n'a pas encore prouvé quoi que ce soit, et je trouve ça un peu risqué, je trouve ça un peu qui tout double. Je pense que en fait, ça peut être une excellente opportunité si il y a des bonnes nouvelles plus tard.
C'est-à-dire s'ils respectent leurs promesses, s'il n'y a pas de problème de spread, des fees trop élevés, du slippage, je sais pas quoi. Du coup, j'attends de voir. J'attends de voir avant de me positionner. Si ça se trouve, c'est une excellente idée de farm Arcus et du coup de faire de l'activité sur Robinhood. Moi, j'ai un peu peur, du rebranding d'YDX. Je vois pas pourquoi. Enfin, clairement, ils ont prévu de lancer un nouveau produit parce qu'ils savent que ça va attirer les farmers, que ça va activer l'activité. Ils auraient très bien pu lancer DYDX sur Robinhood comme l'a fait Lighter, tu vois. Donc voilà, j'attends de voir. Je pense que c'est intéressant de garder l'œil ouvert, de suivre un peu ce qui sort. Je me précipite pas. Franchement, moi, je trouve que globalement, si tu es un utilisateur crypto et que tu réussis à pas perdre d'argent et à pas trop perdre ton temps sur des trucs inutiles, c'est déjà une victoire en fait. Donc je farmais tout ce que je pouvais en 2024. En 2025, je me suis rendu compte que c'est pas une Le temps est stratégie précieux. idéale, c'était pas la stratégie gagnante. Ça aura payé parce que, ok, il y a eu un airdrop qui a sorti du lot. Le temps est précieux, le capital est précieux, il y a beaucoup trop de hacks. Globalement, si tu disperses ta liquidité n'importe où, ouais, t'es un peu à risque. Donc là, je suis plus en préservation de capital qu'en prise de position un peu risquée. Et accessoirement, bah, on a quand même un Bitcoin qui est à des beaux niveaux. Donc en fait, c'est dur pour moi de justifier de faire quoi que ce soit avec mes sous que d'acheter un peu de Bitcoin. Tu vois, je pense qu'il y a aussi un coût d'opportunité. Il y a plein de gens qui ont clairement qui ont sous-performé là ces 3 4 dernières années, qui ont sous-performé juste un achat de Bitcoin. Et je pense que bah, à un moment, faut pas répéter les mêmes erreurs deux fois, quoi. Bon, moi, heureusement, Ouais. je suis concerné hein, parce que j'avais acheté beaucoup d'Ethereum et beaucoup d'Ethereum quand j'ai commencé la crypto. Je m'en serais mieux porté à acheter que du Bitcoin. Mais bon, écoute, c'est la vie. En tout cas, je pense que déjà une victoire de ne pas perdre de l'argent dans un marché qui est aussi stupide et aussi incertain et aussi risqué globalement. Et tu suis un petit peu Base, tu crois, toi, à l'airdrop de Coinbase qui arrivera un jour, tu fais un peu d'activité? Moi, Base, ça fait un moment que j'ai un peu du mal avec à la fois leur direction vachement social et du coup, c'est bien qu'enfin ils se rendent compte que c'est de la merde, à la fois avec le fait que je sais pas pourquoi, je suis pas convaincu qu'ils feraient un airdrop. Je vois pas ce qu'ils ont à gagner. C'est beaucoup de risques pour eux. Enfin, c'est pas beaucoup de risques, c'est beaucoup de galères réglementaires et accessoirement. Il y a eu beaucoup de signaux à l'époque qui pointaient vers le fait qu'ils allaient potentiellement plus faire une public sale ou une ICO qu'un airdrop. Donc, Base, ça reste une très bonne chain qui marche très bien avec beaucoup de liquidité. Ça, pendant très longtemps, ça a été un peu ma chaîne de prédilection, tu vois. Dès que j'ai quoi que ce soit à faire, des transferts, regrouper des fonds d'autres chains, je passe toujours par Base. Du coup, j'ai quand même une très bonne activité complètement organique sur Base, mais moi, je farme pas et je pense que je crois personnellement pas trop dans un airdrop qui récompensera les utilisateurs de la chain. Je pense que c'est juste beaucoup trop dilué, en fait. Je pense qu'il y a juste beaucoup trop de users, il y a beaucoup trop tu vois, potentiellement de bots ou d'activités complètement inorganiques. Je vois pas pourquoi je perdrais du temps à faire des transactions sur Base. Mais dès que je vois un truc qui m'intéresse sur Base, oui, bah, j'y vais, j'utilise la chain nativement et je mise beaucoup plus sur potentiellement une ICO, une public sale, je vois pas, qu'un airdrop. En fait, t'es un projet crypto, surtout qu'ils avaient racheté, voilà, ils avaient racheté, je sais plus le nom de la plateforme là, pour spécifiquement faire des public sales. Donc, typiquement, c'était un signal Echo, ouais. super fort qui pointait, et Echo, voilà, exactement, pour, enfin, voilà, c'est un signal super fort qui fait que, oui, ils allaient se diriger plus vers une public sale ou une ICO qu'un airdrop. En fait, t'es un énorme projet crypto, t'es une énorme boîte crypto, distribuer de l'argent gratuitement à des utilisateurs, à la fois ça coûte très cher, et à la fois c'est une galère réglementaire. Peut-être qu'avec le Clarity Act ou avec les décisions de la SEC, c'est moins un problème, ça j'avoue, faudrait que je me replonge dans le sujet. Mais pourquoi est-ce que tu donnerais gratuitement un token alors que tu peux le vendre? En fait, ça me paraît plus intéressant en tout point pour Base de vendre leur token aux utilisateurs qui veulent l'acheter. Ou Donc, peut-être est-ce qu'il le y aura un token? Je débloquer, ouais. pense que oui. Peut-être tu les Mais débloqueras avec ton compte lié à ton ouais, profil ouais, ou voilà, autre Coinbase et tu possibilité dois par faire contre, des actions. clairement, ouais. Autre possibilité, c'est d'avoir un airdrop conditionné via KYC ou via l'utilisation de Coinbase.
potentiellement avec ou sans public sale, mais vu comme ils sont en train de changer complètement de direction là sur la stratégie de base, non, je suis pas forcément bullish ou intéressé par où ils vont. Donc voilà, Ok. affaire à suivre. Et tu parlais des agents IA, un peu tout ça. T'as des trucs, toi, qui te semblent intéressants, où pourrait y avoir Non, pour potentiellement des l'instant, tokens associés? non, non, non. Vraiment non. Je pense que c'est quelque chose d'important, je pense, en termes, tu vois, de projet, de développement. C'est-à-dire que je pense il y a encore un vrai gap et il y a encore un vrai besoin, tu vois, en termes d'écosystème. À mon avis, tu vois, il te faut les utilisateurs, dans le futur de la finance, à mon avis, les gens auront pas à gérer leur position eux-mêmes, auront pas à faire des trucs d'homme des cavernes, de valider 2 transactions pour faire un swap, gérer ses ranges, rebalancer ses ranges de liquidity providing, etc. Tu vois. À mon avis, dans un avenir idéal, tu as toute une couche agentique en plus disponible via certains très gros acteurs qui facilitent le travail des utilisateurs. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils pour que des gros projets développent ça. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de convaincant. Encore, j'ai testé 2, 3 trucs. Tu vois, il y a, je peux citer par exemple True North, qui est un trading assistant, bon, qui t'aide à prendre des positions en perps. C'est encore du gadget, tu vois. Pour l'instant, on est encore sur un truc un peu gadget. À mon avis, le vrai intérêt, c'est plus dans la récolte d'informations et l'aide à la décision. Donc, je serais plus intéressé par un très bon protocole qui me fait des alertes custom sur Telegram comme je veux, etc., où je peux décrire en langage naturel ce que je veux faire. Mais c'est pas encore sur de l'exécution on-chain. Et pour le coup, il y a toujours, malgré tout, un énorme risque de perte de capital avec ces trucs agentiques où tu sais, il y a constamment des cas d'agents IA sur Twitter qui ont un wallet et qui envoient des fonds à un gars qui réussit à brain le comportement de l'agent en lui posant une question dans un tourné d'une façon spécifique qui fait que le gars il envoie l'intégralité du wallet à une adresse. Enfin, tu vois, pour l'instant, il y a encore un trop gros gap, mais je pense que c'est un besoin qui sera répondu un jour en crypto par un énorme acteur qui se mettra à faire un truc. Admettons, voilà, t'as Revolut, Robinhood qui te permet d'investir avec un agent IA, c'est lourd, très bien, c'est cool. C'est Malgré, déjà le cas, hein. après, Là, ça, ils commencent à ouais, voilà, l'intégrer, hein. ouais, Revolut, voilà, ils l'ont on y intégré, va, Robinhood c'est aussi, ça. on y est là, hein. Ouais, on y va, mais donc après, je pense que peut-être que plus tard, tu auras un vrai truc d'exécution sur plusieurs types de produits DeFi. Enfin, en tout cas, ce serait un truc qui serait un peu cool, tu Mm. vois, de se dire, vas-y, tu peux farmer les fundings de tel truc en prenant les meilleures positions et tu rebalances systématiquement des trucs un peu plus complexes, tu vois, ça pourrait m'exciter. Mais en tout cas, moi, je vois aucun acteur qui se farme, qui aura besoin d'un token qui m'intéresse, tu vois. C'est que en tant que farmer, à mon avis, il n'y a rien à faire Bah, avec. c'est ça pour le moment. Enfin, quel intérêt d'avoir un token Ouais, sur ce type de protocole-là? toujours. T'en as bien hein, qui ont lancé, je crois, que c'est Elsa, quelque chose comme ça, où tu pouvais te dire ce que tu Ouais, voulais, ils te préparaient les trucs. T'as Wayfinder aussi, je crois, ce genre de choses-là. Mais bon, tu vois bien, il y en a 50, j'en ai vu aucun bon, qui sortait ouais, spécialement en du fait, lot. c'est ça. Pour l'instant, c'est encore un peu du gadget. Et qu'est-ce que t'achèterais le token dans tous les cas, quoi. Donc, Hmm. bref, on est d'accord. Ok, bon, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon un peu de l'état du marché, des choses intéressantes ou pas intéressantes à suivre. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter, toi, de ton côté? Non, bah, en vrai, on est pas mal là, hein. J'espère que quand on fera le bilan dans un an, on se rendra compte que, ouais, on était bien On très était au proche d'un bottom. bottom sur Hmm. Bitcoin et que le hype désormais top 5 market cap en crypto, on verra bien, hein. Bah là, c'est vrai que l'intérêt, pour le coup, pour la crypto est vraiment au plus bas, hein. Remplacé par Ouais. les actions, le marché boursier, Et ouais, etc. mais C'est vrai que là, comme prévu, c'est vrai que c'était un sujet qui était vachement clivant en 2025, ça, cette histoire de cyclicité en crypto. Moi, en tant que ancien débutant, tu vois, j'ai toujours pas fini officiellement mon premier cycle. Moi, cette histoire de hmm. cyclicité crypto, j'ai toujours cru ou adhéré, en tout cas, en tant que partie de ma stratégie. En 2025, ça parlait de super cycle, ça parlait de, Bon, à chaque fois, ça ouais, il y parle de aura ces pas différents tu cette vois. fois-ci. Donc, Exactement, exactement. À chaque fois, ça parle de ces différences. C'est jamais différent, mais t'inquiète, cette fois, c'est différent. hmm. Donc, non, là, si la cyclicité se maintient, on se rapproche d'un bottom où on y est peut-être déjà passé. Pour C'est Vincent des Gann, bons niveaux d'accumulation. on est en octobre sur le bottom pour lui, d'après les Ouais, cycles, voilà, ça, entre octobre je et peux y croire. décembre.
Je peux y croire, je Voilà. peux y croire. Je miserai pas toute ma maison dessus, tu vois, j'ai déjà commencé Mm. d'acheter, mais moi, ça me choquerait clairement pas, hein. Il voit une petite dernière mèche autour des 45, 50 pour lui. Mais là, on Ah, va ça me sortir un plairait bien, podcast ça. prochainement. Ça Il me sera déjà plairait bien, disponible ça. pour ceux qui veulent le voir. Excellent. Mm. Et bah, allez-y, parce que c'est pas impossible, hein. Merci beaucoup, Pacher. Et puis, Bah, mon cher peut-être à Romain, l'année à la prochaine, ou prochaine. peut-être à avant. Qui sait? Voilà, Salut. on fera le Ciao. bilan. Merci encore, ciao.